Bonjour à tous, bon réveil, merci d'être avec nous en ce vendredi. J'espère que vous avez bien dormi. Nous sommes ensemble pour mon plus grand plaisir pendant 2 heures. Et ça sera en direct depuis Tel Aviv. On démarre cette édition avec les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne. C'est la revue de presse du Moyen-Orient. Yael Bornstein, bonjour. Bonjour Barbara. Alors ce matin, à la une de tous les journaux israéliens, c'est la victoire de Shula Zaken sur Ehud Olmert. Bien évidemment, c'est la grande gagnante, la victorieuse de toute cette affaire. C'est évidemment Shula Zaken. Sa sentence a été prononcée hier. Elle purgera une peine de 11 mois de prison. C'est ce à quoi elle s'attendait. Je vous propose de voir la couverture du quotidien gratuit et pro-gouvernemental Israël Hayom. Je voyais Ehud compter les liasses de billets. Il s'achetait des cigares et des costumes. Voilà la citation en titre de la couverture du journal ce matin. Après que le juge Rosen ait énuméré les blâmes concernant Zaken, il a finalement rendu son verdict. Nous le disions, les 11 mois de prison ferme auxquels Shula Zaken s'attendait déjà. Regardez aussi cette info dans le quotidien de gauche à Haaretz. Et ce titre choque, le clou final sur le cercueil d'Ehud Olmert. Non seulement Zaken s'en sort mieux que tous les accusés, mais elle peut donner des cours à tous les autres, nous dit Gili Weitz, notre confrère d'Haaretz. La photo qui a été choisie, vous le voyez, nous présente une Shula Zaken satisfaite d'elle-même, souriante et confiante, hier au tribunal au moment de la lecture de la sentence. Et notre invité ce matin, c'est Daniel Haïk, journaliste, consultant et 24 News. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, Shula Zaken, elle a battu Olmert à plat de couture. Oui, elle a battu Olmert à plat de couture et il s'est passé quelque chose d'important au cours de ces 2 derniers jours, c'est qu'il faut rappeler que les proches d'Ehud Olmert, dans la presse et dans le monde juridique, avaient essayé d'affirmer que Olmert avait des chances dans son recours qu'il a l'intention de déposer devant la Cour suprême. Aujourd'hui, après le témoignage de Shula Zaken, après ces révélations de Shula Zaken, on peut dire qu'Ehud Olmert s'enfonce et que le juge de la Cour suprême, le juge David Rosen, a envoyé un message à la Cour suprême en disant qu'il n'avait pas pris sa décision, son verdict et sa sentence au hasard, comme l'ont sous-entendu certains proches d'Olmert, mais que il y avait des preuves tangibles de la responsabilité d'Olmert, de l'implication d'Olmert dans des actes de corruption. Et donc, d'une certaine manière, il a rendu hommage à la Cour suprême en disant « Je me plie à l'accord que vous avez conclu avec Shula Zaken », mais indirectement, il sous-entend « Pliez-vous, vous aussi, lorsque le recours sera déposé, pliez-vous, vous aussi, à mon verdict et maintenez-le alors ». Voilà, Ehud Olmert qui a 45 jours pour déposer son recours. Il va le faire. Ses équipes d'avocats l'ont annoncé. Shula Zaken, on le rappelle, était l'assistante pendant de nombreuses années d'Ehud Olmert. Et sa confidente. Et sa grande confidente, sa plus proche collègue, on peut le dire. John Kerry, lui, a rencontré hier soir à Londres Tzipi Livni. Est-ce que les négociations de paix vont reprendre ? Non, on ne peut pas encore dire ça. Vous voyez maintenant cette nouvelle dans Énergie. Le site du quotidien centriste de Maariv. Cette rencontre vient en match retour à la suite de la réunion de Kerry Abou Mazen avant-hier. Ces 2 réunions ont été qualifiées d'informelles et n'ont pas vraiment exprimé ni de bonne volonté des 2 côtés, ni de date de retour à la table des négociations. Kerry a demandé que les 2 parties s'abstiennent de commettre des actions irréversibles. Comme l'aurait dit Coluche, on n'a vraiment pas fait avancer le schmilblick. Voilà, on en reste au même point. Hier, jour de la Nakba, 2 Palestiniens qui jetaient des cocktails Molotov sur des soldats israéliens ont été tués lors d'affrontements. Ça fait les titres aussi ce matin. Oui, Barbara, des affrontements violents dans la bande de Gaza. Vous voyez cet article d'Israël Hayom. Regardez surtout les photos de la presse israélienne ce matin. Une vieille femme palestinienne en train de brûler un drapeau israélien, un jeune homme tenant des pierres dans ses mains et un jeune enfant près de son père lançant des pierres à l'aide d'une fronde sur les soldats israéliens. Le Premier ministre Netanyahou a déclaré « Les Palestiniens enseignent à leurs enfants une haine infinie d'Israël ». Vous l'avez dit, 2 hommes ont été tués après avoir attaqué les rangs de Tzahal avec des cocktails Molotov. Et cette nouvelle est aussi reprise dans le site de la chaîne de la télévision Pan-Arabe Al Jazeera, mais pas dans les mêmes terres, vous allez le voir. Déjà, vous pouvez voir la différence dans la photo. On voit une manifestation calme, avec une majorité de femmes qui tiennent des drapeaux. Et c'est ce que décrit l'article. Une manifestation pacifique a été troublée par le tir israélien sur des manifestants, tuant 2 jeunes hommes. On cherche la vérité entre ces deux. On va en reparler dans un instant avec vous, Daniel. Juste petit rectificatif, ces 2 adolescents n'ont pas été tués à Gaza, mais à Bétounia, entre Jérusalem et Ramallah. Il y a direction la Turquie à présent, où le Premier ministre Erdogan continue à choquer les esprits de la violence physique maintenant.
Oui, regardez Barbara, cette info dans le quotidien turc Today Zaman, le Premier ministre turc était en visite dans la ville de Souma pour présenter ses condoléances aux familles des victimes de la catastrophe de la mine avant-hier. Il s'est fait accueillir par des hurlements, des injures et des mouvements de foule. On le voit sur des films qui ont été publiés sur YouTube, qu'il déteste tant, en train de frapper un homme au visage d'un coup de poing et son assistant en train d'asséner des coups de pied sur un autre manifestant. Voilà, Erdogan dans la tourmente. Et il aurait mentionné, c'est une information de ce matin, il aurait parlé de sale israélien ou de sale juif, les termes ne sont pas encore tout à fait précis. Voilà, qui s'en prendrait à lui pendant cette gronde sociale en direction de cette pays. personne-là. Voilà. Et on termine avec une nouvelle plus légère que les Israéliens attendent de pied ferme. C'est l'événement sportif du week-end, le Maccabi Tel Aviv, en demi-finale ce soir du Final Four. Et oui, c'est du basket, évidemment. C'est du basketball. Regardez la dernière page du quotidien à grand tirage Yediot Aharonot. Des très grands fans de basketball, mais aussi une grande fierté pour les Israéliens. Après de trop longues années d'absence en finale de l'équipe légendaire du Maccabi Tel Aviv, refait surface dans le prestigieux Final Four, la Coupe européenne de basketball. Ce soir à Milan, les Israéliens tenteront de vaincre les Moscovites de CSKA pour leur assurer leur place en finale dimanche soir. En attendant, des centaines de supporters ont investi la ville de Milan avec leur défilé habituel qui s'est tenu entre la place du Dôme et l'hôtel Marriott. Absolutely crazy Israelis, ces Israéliens absolument fous. C'est comme ça que les a qualifiés des policiers en faction. On les voit ici devant le fameux Duomo en brandissant fièrement les drapeaux d'Israël et du Maccabi Tel Aviv. Bonne chance pour ce soir. Voilà, bonne chance Maccabi à Tel Aviv et tous les fans s'émeuvent. Vous aussi, Daniel ? Ah oui, moi j'aime bien le basket et puis une affiche Maccabi et CSKA Moscou, c'est une affiche mythique. Il faut savoir que Maccabi Tel Aviv est entré en Europe à l'issue d'un match entre le CSKA très célèbre, il y a de cela plus de 30 ans, avec une phrase de Tal Brody, l'un des plus célèbres basketteurs israéliens, qui avait dit « Nous sommes sur la carte, anachnu ala mappa ». Voilà. Et donc on leur souhaite bonne chance, demi-finale ce soir et finale dimanche soir. Pour le Maccabi Tel Aviv, merci beaucoup Yael, restez avec nous. Merci Barbara. L'armée israélienne reste sur le qui-vive ce matin après des affrontements qui ont dégénéré hier entre des manifestants palestiniens et des soldats israéliens, des manifestations tenues pour marquer le jour de la Nakba, la catastrophe en arabe, à savoir la création de l'État d'Israël il y a 66 ans. Alors selon des sources palestiniennes, 2 jeunes Palestiniens auraient donc été tués par des balles israéliennes. Tzahal mène toujours l'enquête, le rappel des faits signé Eleonore Veil. Les commémorations de la Nakba en Cisjordanie ont été marquées aujourd'hui par la mort de 2 jeunes Palestiniens. C'est au cours de débordements lors de rassemblements à Bitounia près de Ramallah que des soldats israéliens sont intervenus. Blessés par balle, Mohamed Oudé, 17 ans, et Moussab Nouara, 20 ans, sont décédés à l'hôpital où ils avaient été transportés. Chaque année, les Palestiniens commémorent ce qu'ils qualifient de catastrophe, Nakba en arabe, le jour de la création de l'État d'Israël. D'après le narratif palestinien, 700 000 d'entre eux ont été forcés de fuir leur maison en 1948. En guise de mémoire, les jeunes ont pour habitude de marcher en tenant des clés symboles de leur maison abandonnée. Aujourd'hui, nous commémorons le 66e anniversaire de la Nakba en Palestine. Aujourd'hui, toutes les villes, les villages, les camps de réfugiés palestiniens envoient un message au monde en disant que nous sommes attachés à notre droit, le droit de choisir notre avenir. Il est impossible d'avoir la paix sans résoudre la question fondamentale de l'occupation sioniste qui est celle des réfugiés. D'autres heurts ont eu lieu notamment au passage de Kalendia et dans le village de Haram au nord de Jérusalem. En Cisjordanie, 1 millier de personnes ont défilé à Naplouse au nord et des centaines à Hébron pour le droit au retour. Bon gimmick. Daniel, est-ce qu'on en sait un peu plus ce matin sur ce qui s'est passé à Betounia? Comment sont morts ces 2 jeunes adolescents palestiniens? Les Israéliens vérifient. Apparemment, ils affirment que les soldats qui étaient sur place étaient équipés de balles, d'armes permettant de tirer des balles en caoutchouc, pas des balles qui peuvent tuer, des balles réelles. Et donc l'enquête se poursuit du côté de Tzahal. On refuse d'assumer la responsabilité de la mort de ces 2 Palestiniens. Tzahal ne confirme donc rien ce matin, mais reste sur le qui-vive. L'enterrement des 2 jeunes aura lieu aujourd'hui. Ce sont aussi les prières du vendredi. C'est une journée à grande tension? C'est une journée à tension, mais il n'est pas certain que les Palestiniens veuillent
persévérer dans une ligne dure, même si Mahmoud Abbas a déclaré hier qu'il fallait remettre en question la coopération militaire et sécuritaire entre Israël et les Palestiniens, entre les forces palestiniennes et les forces israéliennes. Le sentiment général est que personne n'a véritablement intérêt à assister à une dégradation de la situation. Alors revenons sur l'objet de ces manifestations qui ont pris place un petit peu partout dans les territoires palestiniens. C'était pour marquer la Nakba, la catastrophe en arabe, la création de l'État d'Israël il y a 66 ans. Alors en 48, 148 villages palestiniens sont détruits, 760 000 Palestiniens sont exilés de force. Est-ce qu'on sait où ils se sont installés, ces Palestiniens ? Alors d'abord, ils sont exilés de force, ça veut dire quoi ? Il faut savoir, il faut remettre un peu les points sur les i au niveau historique. Il faut rappeler que l'État d'Israël a été créé après un accord de l'ONU pour un plan de partage. En novembre 1947, il y avait un plan de partage. Les Israéliens, les Juifs à l'époque, il était question de partager la Palestine en 2 États, un État arabe et un État juif. Les Juifs ont accepté le partage, les Arabes l'ont refusé. L'État d'Israël est né le 14 mai 1948 et au lendemain de cette déclaration d'indépendance, les armées arabes de l'ensemble du monde arabe ont attaqué l'État d'Israël. Et à partir de là, il y a eu des combats. Alors pendant ces combats, il y a eu des Palestiniens. On ne parlait à l'époque même pas de Palestiniens, on parlait d'Arabes qui vivaient sur le sol de la Palestine historique, on va dire. Eh bien, il y en a certains qui sont partis de leur propre gré. Il y en a certains qui sont partis sur les conseils des armées arabes en leur disant quittez maintenant parce que nous allons combattre l'ennemi sioniste et vous pourrez revenir après, parce qu'à l'époque, il était certain que les Israéliens ne tiendraient pas le coup et que les armées arabes allaient détruire l'État d'Israël très rapidement et jeter les Juifs à la mer, comme ils le scandaient. Et puis, il y en a qui ont été, effectivement, il y en a certains qui ont été tués. Alors, on a parlé de massacres. L'histoire pourrait être réécrite à ce niveau-là. Les avis sont partagés, même s'il y a eu effectivement il y a eu quelques massacres, entre guillemets. L'essentiel de la population palestinienne a quitté de son plein gré, et une partie de la population a été chassée, on va dire, de ces villages historiques. Est-ce que vous avez l'impression qu'en Israël, on a assez conscience de cette Nakba, de cette vision des choses historiques vues côté palestinien ? D'abord, il est très intéressant de mentionner que les commémorations de la Nakba n'ont débuté qu'au milieu des années 90. C'est-à-dire quasiment au moment où on parlait du processus d'Oslo, on s'est mis à commémorer dans l'autorité palestinienne, dans la nouvelle autorité palestinienne de l'époque, la Nakba. Et donc, quelque part, il y a peut-être une volonté. Il y avait peut-être de la part des Palestiniens une volonté de réaffirmer un droit, parce que celui qui revendique la Nakba, qui veut mentionner la Nakba et qui veut amplifier ces commémorations, veut absolument le droit au retour des réfugiés. C'est une forme de légitimation du droit au retour des réfugiés palestiniens. C'est tout à fait lié. On le voit un petit peu sur ces images, on va en voir d'autres chaque année pour ce jour de la Nakba. Les Palestiniens manifestent avec des images de clés, des grandes clés sur des pancartes. On la voit, une vraie clé à l'image. C'est un peu plus clair. Ils veulent rentrer chez eux dans leur maison qu'ils ont dû quitter, selon eux, de force. Alors le droit au retour, c'est quoi ? C'est revenir où exactement ? Eh bien, c'est revenir à l'intérieur du territoire israélien. Ce n'est pas revenir dans un futur État palestinien. Et quelque part, si l'on était attentif au message et au narratif des Palestiniens, à partir du moment où on s'engage dans le processus d'Oslo, eh bien, les Palestiniens disent d'emblée: notre objectif, c'est de revenir sur la terre d'Israël. C'est d'emblée de revenir vers nos maisons, à Yafo ici, à Lod, dans les villes qui sont mixtes, ou même dans les villes où il y avait une forte population arabe. Pour le président palestinien, il s'agit de la ville de Safed, dans le nord d'Israël. Il y avait une maison. Dans une allocution à la télévision palestinienne, il déclare, Mahmoud Abbas, hier, qu'il est temps de mettre fin, je le cite, à la plus longue occupation de l'histoire moderne, et temps pour les dirigeants d'Israël de comprendre qu'il n'y a pas d'autre parti pour les Palestiniens que la Palestine. Quand il dit Palestine, il pense à quoi ? Il pense à sa maison, à Tzfat ? Écoutez, quand il dit Palestine, je ne sais pas à quoi Mahmoud Abbas pense. Ce que je sais, c'est que dans les manuels scolaires palestiniens, eh bien, 20 ans après le début des accords d'Oslo, eh bien, les enfants palestiniens parlent de la Palestine comme de l'intégralité de la Palestine. Il n'y a aucune mention de l'existence de l'État d'Israël dans les manuels scolaires. Et lorsque Mahmoud Abbas parle aux Palestiniens le jour de la Nakba de la Palestine, je veux croire qu'il parle de l'ensemble de la Palestine et pas seulement de la Judée et de la Samarie, qui pourraient être donc négociés dans le cadre d'un accord. Même les dirigeants palestiniens qui négocient avec Israël depuis 20 ans ont maintenu ces positions ? Ah oui, mais Mahmoud Abbas, c'est probablement, même
même si effectivement il faut lui reconnaître le mérite d'être plus modéré, de refuser la voie du terrorisme, et il n'est jamais revenu sur le droit aux Palestiniens de revenir sur leur terre. Et ça, c'est un droit sur lequel aucun dirigeant palestinien n'a cédé. La position israélienne sur ce droit au retour, elle est totalement, c'est un refus. C'est-à-dire le retour de tous les Palestiniens, de ces 4 millions de Palestiniens qui sont dans la diaspora palestinienne, en particulier dans les camps de camps de réfugiés au Liban où ils n'ont aucun statut, ou en Syrie, eh bien c'est la fin de l'État d'Israël, c'est la fin d'un État juif. Et ce n'est pas par hasard que Benjamin Netanyahou a parlé de sa fameuse loi qu'il veut promouvoir aujourd'hui de reconnaissance d'un État juif, du caractère juif de l'État d'Israël comme loi fondamentale. Ce droit au retour, évidemment, qui reste un point difficile dans toute négociation de paix future. Merci beaucoup, Daniel, mais restez avec nous puisqu'on parle dans un instant d'un voyage très attendu. Le pape François arrive en Israël dans 10 jours. Tous les détails après un nouveau journal. Et on est de retour sur le plateau du Morning. On est encore en votre compagnie. Daniel, bonjour. Et bonjour Michel Kishka. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous, Michel. On poursuit avec vous et l'actualité de la semaine vue par votre plume. On commence par le gros titre qui a marqué la semaine en Israël. C'est évidemment un Premier ministre derrière les barreaux. Voilà. Alors, pour ceux qui ne suivent pas peut-être toujours l'actualité israélienne au jour le jour comme nous, alors le jour où il rentrera en prison, alors on pourra dire que ce jour-là, on a un ex-président, un ex-maire d'une grande ville d'Israël et un ex-premier ministre derrière les barreaux. Alors ça pourrait paraître un peu comique. D'un autre côté, ça prouve que la démocratie israélienne fonctionne. Ils sont tous arrêtés, évidemment. Leurs peines sont dues à des raisons différentes. Mais enfin, disons que le procès Olmert, sur lequel je ne vais pas revenir, a été terriblement médiatisé. Et il y a eu un coup de théâtre très très grand quand le bras droit d'Olmert a finalement lâché le morceau parce qu'elle avait Shula Zaken, jusqu'à présent tenté apparemment de le protéger de son corps défendant, comme on dit. Et voilà, finalement, la boîte de Pandore s'est ouverte et Olmert, qui est un homme que j'aime beaucoup, va se retrouver, il va purger une longue peine apparemment, parce que je pense, en tout cas les commentaires sont, je ne suis pas spécialiste de Olmert, mais les commentaires sont que ses chances à la Cour suprême d'avoir un allègement de sa peine, ça irait plutôt même dans l'autre sens. Parce que Shula Zaken n'a pas fini de dire tout ce qu'elle avait à dire. Alors bref. Alors bon, tout en participant, tout en ayant un peu le cœur triste pour lui, d'un autre côté, il faut quand même dessiner. Alors, il faut quand même que les téléspectateurs sachent que l'affiche que j'ai dessinée derrière, c'est une parodie d'une très grande affiche de 1936 qui incitait les gens à venir en Israël. C'était un grand designer autrichien, juif, qui avait émigré en 1932, Franz Krause, et ça s'appelait Visit Palestine. On trouve ça sur le net, c'est très facile. Et moi, j'ai fait Visit Holy Land. Voilà, malheureusement, mais bon, la tête qu'a Olmert, apparemment, c'est pas une visite joyeuse. Voilà. Non, il n'était pas content, Olmert, et on le comprend. On poursuit par le grand titre de l'actualité internationale cette semaine, c'est évidemment cette catastrophe en Turquie. Oui, alors, sur un site, il était marqué drame, et sur un autre, catastrophe. Alors il faut savoir si c'est un drame ou une catastrophe. Le drame, c'est la manière dont le pouvoir en Turquie gère cette histoire. Parce qu'apparemment, les ressentiments de la population turque qui avait déjà manifesté en Turquie dans le courant de l'année dernière ressortent. Et d'après ce qu'on voit sur le net, la conduite des gens de pouvoir face aux familles des victimes, voilà, et les victimes, le nombre des victimes monte de jour en jour. Moi, vous savez, je suis originaire d'une région minière de Belgique. Donc je sais ce que ça représente, la mine. C'est quelque chose de fort. Et des catastrophes comme celle-là, elles sont assez terribles. Et voilà, donc je me suis dit, il faut quand même que je dessine Erdogan mal en point. Et on lui conseille d'avoir au moins bonne mine. Voilà, on va faire un petit jeu de mots, même si c'est un drame. Je crois qu'il n'avait pas besoin de ça. Il avait déjà assez de problèmes sans cette catastrophe, Erdogan. Et voilà, ça risque là aussi de lui causer encore plus de problèmes. Oui, mais vu d'ici, on avait l'impression que ça s'était un peu calmé. On s'est trompé. Ça ne s'est pas calmé. Il y a des ressentiments terriblement profonds. Et l'AKP est en perte de vitesse, mais n'empêche qu'ils ont quand même remporté la majorité dans les dernières élections. Voilà, au municipal. Allez, on poursuit avec cette nouvelle plutôt extraordinaire dans le monde de l'archéologie. Oui. Le bateau de Christophe Colomb aurait été retrouvé. Alors d'abord, c'est une information qui vaut ce qu'elle vaut, vu qu'il y a un débat dans le monde de l'archéologie.
D'ailleurs, on avait retrouvé sur les plages du lac de Tibériade l'embarcation de Jésus que je suis allé visiter à Guénossar. Alors, c'est pas tout à fait celle de Jésus, mais elle est de l'époque de Jésus. Alors là, est-ce que c'est la Santa Maria? J'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est intéressant parce qu'on a quand même tous été éduqués dans les livres d'histoire sur cette histoire romanesque des grandes découvertes d'Isabelle la catholique et de Ferdinand qui a envoyé Christophe Colomb à la découverte de l'Inde, et c'est comme ça qu'il a découvert l'Amérique. Bon, alors c'est pour ça que je dessine du haut sur le pont avant de sa Santa Maria en disant: mon cher Juan, on va s'échouer en Inde, envoyez vite un texto à Isabelle Lacato. Et il dit: Monsieur Colomb, j'aurais fait un selfie avec vous si j'avais pas une gueule d'épave. Voilà, on rigole un petit peu. Peut-être que finalement, les archéologues nous diront que c'était vraiment celle-là, ou je ne sais pas, mais en tout cas, le fait que cette information soit partout, elle est intéressante. C'est sûr. Et on termine par du glamour et du red carpet. Michel, le Festival de Cannes a ouvert ses portes mercredi, et vous allez monter les marches lundi. Ah oui, absolument. Ça va être un événement très joyeux pour beaucoup de personnes, parce que Radu Milianu, qui est un grand metteur en scène que je pense les gens connaissent, qu'on voit sur cette caricature, qu'on peut reconnaître. Absolument, a produit et coécrit avec Stéphanie Valuato un documentaire d'1h30 sur la situation de la liberté d'expression dans le monde des dessinateurs de presse. Ça s'appelle Caricaturiste, fantassin de la démocratie. Donc il y a 12 dessinateurs qui ont été suivis dans leur quotidien dans 12 pays. C'est un documentaire très émouvant dont j'ai vu la bande-annonce. Donc vous êtes partis, des 12. On va tous découvrir le film donc, le 19 au soir. Et on va être évidemment en costume et papillon noir, en robe de soirée. Ça y est, vous l'avez, votre smoking? Je l'ai, voilà. Et j'ai un très beau papillon en soie noire. Et c'est un bel événement. Et il y aura aussi une projection publique du film Place de la République à Paris le 23 mai. Et tout le monde est invité. Le rendez-vous est pris. On souhaite évidemment bonne chance au film. Restez avec nous, Michel, restez avec nous. On est un peu jaloux quand même. C'est vrai, on est jaloux de ne pas aller à Cannes. C'est comme ça. Il y a des chanceux et puis il y en a d'autres. Voilà. Tout de suite, le rappel des grands titres de ce vendredi 16 mai. Les Palestiniens pourraient stopper leur coopération sécuritaire avec Israël. C'est un porte-parole du gouvernement qui l'annonce depuis Ramallah. La mort hier de 2 adolescents palestiniens a provoqué cette réaction. Tsahal n'a toujours pas confirmé que les 2 jeunes aient été touchés par des balles israéliennes. Tzipi Livni a rencontré hier à Londres le secrétaire d'État américain John Kerry. La ministre israélienne de la Justice a été accueillie à coups de manifestations dans la capitale britannique. Vous le voyez sur ces images, des organisations pro-palestiniennes lui reprochent son rôle dans l'opération Plan Durci à Gaza alors qu'elle était ministre des Affaires étrangères. Et alors que l'Iran et les 6 médiateurs internationaux entament ce vendredi leur 5e jour de négociations à Vienne, l'ONU dévoile un rapport plutôt accablant. Le régime des Mollahs poursuit en toute discrétion et en toute impunité le développement de son programme balistique. L'image de ce vendredi, c'est cette colère qui gagne le Brésil à un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Eh bien, des manifestations se sont tenues cette nuit dans une 50aine de villes du pays. Des manifestations parfois violentes et c'est un test grandeur nature pour les mouvements sociaux qui ont juré de faire parler d'eux pendant toute la compétition. Enfin, Israël décompte les minutes. Le Maccabi Tel Aviv jouera ce soir la demi-finale du Final Four de l'Euroleague. Il affrontera le CSKA Moscou. La finale aura lieu dimanche. Ce sera la 12e fois que le Maccabi Tel Aviv atteint le Final Four depuis le lancement de ce format en 1988. Dans moins de 2 semaines, 10 jours exactement, le pape François fera un voyage très attendu en Terre Sainte, Jordanie, territoire palestinien et Israël. C'est son programme. La venue du Saint-Père va évidemment doper le tourisme des pèlerins chrétiens dans la région. Reportage Maël Benoliel, on en parle juste après. Ils sont toujours de plus en plus nombreux. Presque 4 millions de touristes se rendent chaque année en Terre Sainte. Et plus de la moitié d'entre eux viennent en Israël pour y faire du tourisme religieux. Ces pèlerins arrivent du monde entier pour explorer cette terre où la foi chrétienne trouve ses racines. Et à quelques jours de la visite du pape François, c'est déjà l'effervescence dans les rues de Jérusalem. Je pense que c'est super. Je me rappelle quand Jean-Paul II était ici. C'est toujours bien pour le pape et pour le Vatican de se montrer aussi en Israël.
Pour le père David Neuhaus, vicaire patriarcal de Jérusalem et porte-parole du Vatican, la visite du pape en Israël est une véritable course contre la montre. Nous sommes déjà dans une hystérie de préparatifs. Nous attendons avec beaucoup d'enthousiasme et maintenant nous avons les soucis des derniers préparatifs, mais aussi la distribution des billets pour ceux qui ont le privilège d'assister. La visite est très brève et pour cela, il y a beaucoup de gens qui veulent voir le pape, mais pas beaucoup vont réussir à le voir. Car à la différence de ses prédécesseurs, aucune grande messe n'est au programme du pape François, mais plutôt des rencontres politiques et interreligieuses, des visites en petits comités de lieux saints et des retrouvailles intimes avec les fidèles de Terre Sainte. Des pèlerins qui seront aussi bien sûr au rendez-vous et qui génèrent toujours plus de retombées financières pour le pays. Ce qui est sûr, c'est que cette visite va créer un contre-coup très positif et va avoir un impact important sur le tourisme à venir, spécialement chez les pèlerins qui viendront encore plus nombreux après la visite du pape. Le ministère du Tourisme israélien estime en effet que le tourisme chrétien, grâce à cette visite, devrait augmenter d'au moins 10% en 2014. Et tout le monde doit comprendre que cette foule immense de pèlerins viennent parce qu'ils espèrent qu'un jour il y aura la paix. Et cette paix va faciliter encore plus de pèlerinages et de pèlerins. Le pape François sera en Terre Sainte le 25 mai prochain pour une visite express de 24 heures. Cette visite papale sera la 4e du genre dans la courte histoire de l'État d'Israël. Alors Daniel, on l'a dit, 4 visites papales en Israël. À chaque fois, ça revêt une importance particulière. Est-ce que celle-ci est plus attendue que les autres ? Écoutez, je vais vous donner un sentiment personnel. J'ai l'impression que du côté israélien, elle n'est pas particulièrement attendue. En tout cas, j'ai le sentiment que le programme très court de la visite rapide, du pape. 3 jours dans la région. Oui, 3 jours dans la région, 1 jour en Israël. Et on a l'impression que le pape a voulu choisir des symboles qui n'étaient pas liés à la souveraineté israélienne. Mais plutôt religieux, mais plutôt visiter, comme on l'a dit, visite en Terre Sainte. Ouais. En essayant de mettre de côté, on va dire, le caractère souverain de l'État d'Israël. Et là, ça pose un petit peu, ça semble poser quelques problèmes. On a l'impression que le pape n'a pas voulu trop s'engager dans un raffermissement des relations entre Israël et le Vatican, politiques et diplomatiques, qui ont été instaurées il y a 20 ans de cela, en 1994. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces relations de manière générale ? Est-ce que le Vatican, en tant qu'État, est de tradition plus pro-palestinienne que pro-israélienne? Écoutez, si on parle politique. C'est difficile à dire. C'est-à-dire, il y a, en tout cas, le patriarcat latin est plus proche, on va dire naturellement, des Palestiniens. Il avait son précédent représentant Michel Sabah était fermement engagé en faveur de la cause palestinienne, et le monseigneur Toual, je crois, je ne me rappelle plus de son nom exact, est aussi engagé en faveur de cette cause. Mais j'ai le sentiment que quelque part, il faut comprendre que les relations ont été toujours problématiques. La reconnaissance de l'État d'Israël par le Vatican a mis beaucoup de temps. Elle n'est intervenue qu'après de longues négociations. Au niveau historique, le Vatican a eu un problème avec la création de l'État d'Israël, puisque quelque part, l'existence même de l'État d'Israël pourrait contredire certains axiomes de base de la chrétienté. Et donc finalement, ça a été plus chaleureux au début, dans les années 90. Ça a été chaleureux avec le pape Jean-Paul II. La visite du pape Jean-Paul II, je m'en souviens, en mars 2000, était une visite très, très intense. Le pape avait fait plusieurs gestes marquants, comme une demande de pardon envers le peuple juif qu'il avait déposé dans les interstices du Kotel. Là, on a le sentiment que les choses se font un peu en demi-teinte pour ne pas choquer les Palestiniens, peut-être en particulier. Alors, vous parlez de demande de pardon et de visite à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah, à chaque fois. Il est question de quoi ? Il est question de la responsabilité de l'Église pendant la Shoah et du pape Pie XII, notamment. C'est un sujet sensible, en tout cas, entre la communauté juive dans le monde et le Vatican. Est-ce que de la part du pape François, on doit s'attendre à des déclarations fracassantes ? Non, je pense qu'il y a eu déjà cette demande de pardon dont je parlais donc de la part de Jean-Paul II, qui était lui un pape polonais, qui a vécu la Shoah, on peut dire d'une certaine manière, et qui était impliqué dans cette réconciliation entre juifs et chrétiens. Aujourd'hui, j'ai l'impression donc qu'il n'y a pas de véritable message, que le pape François vient, il va éviter par exemple de rencontrer
les Israéliens en tant que tels. Alors qu'il va s'entretenir avec de jeunes Palestiniens, il ne rencontrera pas des Israéliens, il va rencontrer très brièvement les 2 grands rabbins d'Israël, puis les présidents de l'État, etc., président de l'État, Premier ministre. Pas véritablement de message. Et puis il y a derrière cela un contentieux qui se prolonge et qui n'a pas trouvé de solution jusqu'à présent. C'est concernant la souveraineté de certains lieux saints, comme par exemple il y a un contentieux autour de la fameuse la salle de la Seine où s'était déroulé le dernier repas de Jésus, qui se trouve au-dessus du tombeau de David sur le mont Sion. Les Israéliens, il y a eu des rumeurs selon lesquelles les Israéliens céderaient ce bâtiment au Vatican, qui en aurait la propriété ou qui en pourrait en faire l'usage. Il y a des avis contradictoires, des manifestations de la part d'orthodoxes israéliens contre cette restitution et une volonté du Vatican de donner des preuves de sa souveraineté sur une partie de Jérusalem. Michel ? D'un autre côté, moi je pense, quand même vivant ici depuis 40 ans, il n'y a pas une très grande tolérance des Israéliens vis-à-vis du monde chrétien d'une manière générale. D'abord, il y a une grande méconnaissance qui est sûrement mutuelle, mais venant de notre part, je pense qu'il faudrait avoir une meilleure connaissance un peu du monde chrétien et une plus grande tolérance vis-à-vis d'eux. Je le vis, parce que j'habite à Jérusalem. Les images qu'on a vues, l'église du Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ, c'est un quart d'heure de marche de chez moi. Donc je vois ces pèlerins, je vis dans cette ville, et je pense qu'on aurait intérêt à mieux se connaître. J'ai l'impression, vous savez, tu parlais de réconciliation, Daniel. Il y a quand même eu Vatican II en 63 avec Jean XXIII. Donc il y a eu réconciliation, mais il y a encore des choses à faire. Et je pense que dans une meilleure connaissance mutuelle entre juifs et chrétiens, et ça a pris du temps entre les deux États, entre le Vatican et l'État d'Israël. Je pense que les religions se radicalisent un peu des 2 côtés et que le dialogue est plus difficile qu'avant, plus tendu. Quand on aura l'occasion de reparler de cette visite largement sur notre antenne. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Une édition spéciale lundi 26 aura lieu toute la journée de cette visite papale en Israël. Soyez au rendez-vous. Merci Daniel, merci Michel. À suivre les indispensables de l'été, tout ce qu'il faut avoir dans son sac à main sur les plages cet été, et notamment ces lunettes qui vous permettent de voir la vie façon Instagram. Ce sera après un nouveau journal. Et on poursuit avec le Nigeria et cette mobilisation sans précédent pour ramener plus de 200 lycéennes enlevées il y a un mois déjà par les islamistes de Boko Haram. Vous l'avez certainement vu un peu partout. Bring Back Our Girls, c'est le nom de cette campagne. Laura, tout le monde s'y est mis cette semaine, mais des voix commencent à s'y opposer. Pourquoi ? Alors, pour plusieurs raisons. Alors justement, cet enlèvement, je vous le disais, de plus de 200 lycéennes dans le nord du Nigeria par la secte islamiste Boko Haram a évidemment choqué le monde entier et a été suivi justement de cette mobilisation internationale. Le hashtag Bring Back Our Girls, ramenez-nous nos filles, a été largement relayé sur la toile. Nombre d'inconnus, de personnalités, de responsables politiques du monde entier se sont mobilisés. Les États-Unis ont déployé des drones dernièrement pour localiser ces jeunes filles. François Hollande organise demain à Paris un sommet visant à coordonner la lutte contre Boko Haram, sommet qui réunira surtout les pays limitrophes du Nigeria et qui veut mettre en place une stratégie globale contre Boko Haram. Mais le problème, vous le disiez Barbara, c'est que malgré la bonne volonté certainement sincère qui se cache derrière cette campagne, eh bien, beaucoup dénoncent au contraire une communication contre-productive, voire même totalement irresponsable. Alors écoutez justement Michelle Obama lors de son intervention à la télé américaine, intervention qui a été particulièrement critiquée. Comme des millions de personnes dans le monde, mon mari et moi-même éprouvons de la révolte et du chagrin après l'enlèvement de plus de 200 jeunes Nigériennes du dortoir de leur école au milieu de la nuit. Je veux que vous sachiez que Barack a fait en sorte que notre gouvernement fasse tout ce qui est possible pour soutenir les efforts du gouvernement nigérian pour retrouver ces filles et les ramener chez elles. En ces filles, Barack et moi-même voyons nos propres filles. Nous voyons leurs espoirs et leurs rêves. Nous imaginons à peine l'angoisse que leurs parents doivent vivre.
Voilà, n'a pas été la seule à réagir évidemment à Michelle Obama. Qu'est-ce qu'on reproche à cet emballement médiatique ? Alors c'est justement ce qu'on lui reproche, le fait qu'il soit médiatique et donc inconscient sur les conséquences. Alors concernant évidemment les particuliers qui se manifestent sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ils ne prennent évidemment pas la mesure du service qui est en réalité rendu à Boko Haram. Par contre, la mise en scène de Michelle Obama ou les dernières déclarations du président français sont, elles, véritablement incompréhensibles, voire même scandaleuses. Boko Haram, en voyant Michelle Obama à la télé américaine, n'aurait sans doute jamais rêvé une telle pub. Et quant à elle, quant aux autres personnalités et responsables politiques, on se demande vraiment aujourd'hui ce qui leur a traversé l'esprit. Alors, on est aujourd'hui finalement dans un monde où l'on ne peut plus ignorer le fonds de commerce et le mode de fonctionnement des terroristes. Tous les experts s'accordent sur le sujet. Cette campagne place en réalité Boko Haram en position de force. Et regardez justement la vidéo qu'a ensuite postée Boko Haram après tout cet emballement médiatique, vidéo accompagnée de nouvelles revendications. Tout ce que je dis, c'est que si vous voulez que nous relâchions les filles que nous avons kidnappées, celles qui n'ont pas accepté l'islam, et nous les traiterons comme le prophète pourrait traiter les infidèles, elles resteront avec nous. Nous ne les relâcherons pas tant que vous détenez nos frères, ceux qui sont détenus à Borno, ceux à Yobe, ceux à Kano, Kaduna, Abuja, Lagos et Enugu. Voilà, l'emballement médiatique qui a donc fait monter les enchères. On comprend. Il n'aurait pas fallu du tout communiquer sur le sujet alors, à votre avis ? Alors c'est une question difficile parce que, comme vous le voyez, maintenant Boko Haram a compris ce qui était dans son intérêt. Il exige désormais la libération des membres de la secte, ce qui n'était pas le cas avant la campagne Bring Back Our Girls. Cet engouement médiatique l'a non seulement conforté, mais cela risque aussi d'encourager d'autres groupes terroristes de la région à multiplier ce type d'action. Et c'est cela, finalement, Barbara, qui a péché dans cette communication excessive. C'est d'ailleurs un phénomène très connu des experts des prises d'otages. Plus on communique sur un enlèvement, plus on donne de la valeur aux captifs et plus finalement on les met en danger. Et en France, aux États-Unis ou ailleurs, ces prises de position politiques comme celle de Barack Obama ou de François Hollande apparaissent absurdes. Ces crises se gèrent grâce à la discrétion de tous les protagonistes, discrétion que même la presse respecte en général. Et les critiques continuent donc d'affluer contre cette campagne. Oui, alors évidemment. Et une autre des critiques qui est faite à propos du traitement médiatique de cette affaire, c'est la divulgation récente par une partie de la presse nigériane des noms supposés de certaines des jeunes filles. Alors évidemment, on craint qu'elles aient été victimes de viol ou qu'elles aient été converties comme le prétend Boko Haram. Et dès lors, elles risquent d'être stigmatisées, voire rejetées par leur entourage à leur libération. Par ailleurs, et c'est assez dommage, cette campagne est surtout focalisée sur ces jeunes filles, mais elle ignore totalement le reste des exactions qui sont commises par Boko Haram, exactions véritablement terribles, comme par exemple le massacre de 300 villageois à Gamburungala la semaine dernière. Alors, à la lumière de cette situation que vous décrivez bien, Laura, à quel dénouement est-ce qu'on peut s'attendre pour ces jeunes filles ? Alors, on peut évidemment s'attendre à un dénouement heureusement, et bien sûr qu'il y a de l'espoir. La mobilisation, même si elle est contre-productive, elle a tout de même des avantages. Les Américains, je vous le disais, ont déployé dernièrement des drones pour tenter de localiser les jeunes filles. Et des actions peuvent s'organiser, d'ailleurs elles sont déjà en train de s'organiser. Évidemment, ce qu'il faut espérer de tout cela, finalement, c'est une action enfin efficace de l'armée nigériane. Aujourd'hui, sous le feu des critiques, Goodluck Jonathan a désormais une obligation de résultat. Et c'est peut-être cela, finalement, la seule victoire de cette campagne, cette obligation de résultat du gouvernement nigérian. Voilà, rien n'est moins sûr. On lui a d'ailleurs reproché de même pas s'être rendu dans la zone du Nord. Tout à fait. Et on lui reproche depuis des mois, justement, son inaction face aux exactions qui sont commises par la secte islamiste Boko Haram. On continuera de suivre cette tragique situation. Merci beaucoup, Laura. Restez avec nous. Vendredi 16 mai, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres à la une de l'actualité. Les Palestiniens pourraient stopper leur coopération sécuritaire avec Israël. C'est un porte-parole du gouvernement qui l'annonce depuis Ramallah. La mort hier de 2 adolescents palestiniens a provoqué cette réaction. Tzahal n'a toujours pas confirmé que les 2 jeunes étaient touchés par des balles israéliennes.
Tzipi Livni a rencontré hier le secrétaire d'État américain John Kerry. La ministre de la Justice a été accueillie à coups de manifestations dans la capitale britannique. Vous le voyez sur ces images, des organisations pro-palestiniennes lui reprochent son rôle dans l'opération Plomb durci à Gaza alors qu'elle était ministre des Affaires étrangères. Et alors que l'Iran et les 6 médiateurs internationaux entament ce vendredi leur 5e jour de négociations à Vienne, l'ONU dévoile un rapport accablant. Le régime des Mollahs poursuit en toute discrétion et en toute impunité le développement de son programme balistique. L'image de ce vendredi, c'est cette colère qui gagne le Brésil. À un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde, des manifestations, vous le voyez, parfois violentes, se sont tenues dans une 50aine de villes du pays. Un test grandeur nature pour les mouvements sociaux qui ont juré de faire parler d'eux pendant toute la compétition. Enfin, Israël décompte désormais les minutes. Le Maccabi Tel Aviv jouera ce soir la demi-finale du Final Four de l'Euroleague. Il affrontera le CSK Moscou. La finale aura lieu dimanche. Ce sera la 12e fois que le Maccabi Tel Aviv atteint le Final Four depuis le lancement du format actuel en 88. Et on parle à présent d'une expo itinérante sur le drame du 11 septembre. Elle fait escale en ce moment même à Tel Aviv, et ce, au moment où le mémorial officiel a ouvert ses portes à Ground Zero, à Manhattan. C'était hier. Reportage signé Shechar Peled avec Leslie Rezoug. Depuis plus d'une décennie, les mots Ground Zero renvoient à un pénible souvenir. La vision d'un homme désespéré entre ciel et terre, le casque d'un pompier sous une couche de cendres et de poussière ou un drapeau américain déchiré. Depuis le 11 septembre 2001, ces images ont toutes la même connotation. Nous avons une mosaïque humaine composée de photos de personnes décédées au cours de l'évacuation et qui relatent leur histoire personnelle. Il y a également du matériel utilisé par les secouristes, un casque, un émetteur radio, un gilet, tous liés à leur personnalité. L'exposition itinérante Ground Zero 360 est arrivée cette semaine en Israël, nouvelle étape après les États-Unis et l'Irlande, pays d'origine des créateurs. On y voit les débris des tours jumelles du World Trade Center, des effets personnels des secouristes tués dans les attentats, des clichés, des dessins uniques qui illustrent les heures les plus sombres de l'Amérique. Près d'un demi-million de personnes ont déjà visité l'exposition, venues jeter un regard sur le chaos et la terreur qu'ont subi les New-Yorkais ce jour-là. Une rétrospective dédiée aux quelques 3000 personnes venues de 90 pays différents qui ont perdu la vie dans ces attaques, dont 343 pompiers. La police de New York est probablement le département de police le mieux préparé d'Amérique dans ses capacités à prévenir des attaques terroristes dans la ville et dans le pays. Nous avons 1 millier d'agents spécialisés dans le terrorisme et le contre-terrorisme. C'est le centre Rabin de Tel Aviv qui a été choisi pour accueillir l'exposition. Créé en hommage au Premier ministre israélien assassiné Yitzhak Rabin, ce centre semblait le mieux adapté pour commémorer les victimes du terrorisme. Pendant un mois, il honorera la mémoire des victimes du 11 septembre, un événement qui a marqué les États-Unis et a changé la face du monde. Sortez vos carnets et ouvrez grand vos oreilles. À présent, puisqu'on passe en revue les indispensables de l'été, tout ce qu'il faut avoir dans son sac à main sur les plages. Mais attention, ça va être assez technologique cette année, Johan. Alors c'est mode et techno. Alors sac à main et sac à dos, parce que vous verrez c'est plutôt unisexe. Et on commence avec les lunettes de soleil. Alors on peut pas partir en vacances ou penser été sans penser lunettes de soleil, mais ces lunettes de soleil ont quelque chose de particulier. Je vous laisse les regarder. Dites-moi si vous trouvez ce qu'elles ont de différent. Voilà, donc on voit les lunettes. Est-ce que vous arrivez à voir... Le filtre, quoi. Le filtre. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce filtre ? Il change les couleurs de la réalité. Les couleurs, exactement. Alors, en fait, les verres de ces lunettes intègrent un filtre qui reproduit l'effet du fameux réseau social Instagram. La vie est plus belle, en fait, avec des filtres. Exactement. La vie est plus belle, la vie est plus rose, ou en tout cas un peu plus romantique. Alors, vous savez, Instagram, c'est le célèbre réseau social rendu célèbre justement parce que ces verres permettent de jouer avec les couleurs et de faire des belles photos, même si vous n'êtes pas un photographe. Alors, les premiers testeurs de ces lunettes semblent conquis. Je vous laisse les écouter. I think what I like the most is the color of the sky. Everything has this amazing filter over it. Definitely makes you be like, yes, summer is here. It's like it's kind of like a secret. You're walking down the street and you know something that nobody else knows because they can't see what you can see. It's upset, happy. Upset, happy. I feel like
I'm a character in a movie. Voilà, alors moi, être le personnage d'un film, ça me parle mais complètement, j'adore l'idée. Ah ouais, non, mais le happy, dès que tu les mets, c'est pas mal. Ça fonctionne. Alors la marque s'appelle Tense et l'idée était de travailler sur la chaleur du soleil plutôt que de bloquer la lumière et d'atténuer les couleurs. Ici, on joue donc avec la chaleur du soleil pour un rendu Instagram. C'est pour hommes et femmes ? C'est pour hommes et femmes. Alors le modèle classique est unisexe, disponible dans plusieurs couleurs. On ne peut pas encore les acheter, ça sera disponible normalement très très prochainement puisqu'il y a une campagne de fundraising qui est disponible sur internet et qui en quelques jours a déjà dépassé ses objectifs. Donc si vous voulez participer au financement de ce projet pour aller encore plus vite, vous avez jusqu'au 1er juin pour vous rendre sur moi, internet. Je vais les acheter tout de suite. Hein. Bientôt, je pense que ça va aller très très vite. Alors, on parle d'un autre accessoire ? On parle d'un autre accessoire, on parle d'un pendentif. Alors, pendentif, d'accord. Un pendentif appareil photo, donc comme on le fait en ce moment, c'est-à-dire des pendentifs qui reproduisent des objets technologiques ou un peu décalés, donc voilà, on le voit. La vraie particularité de cet appareil photo, c'est que c'est un vrai appareil photo. C'est qu'il prend des photos. Il prend des photos. Alors 2 mm d'épaisseur à peine, quelques centimètres de hauteur. C'est du bois ? C'est du bois. C'est du bois, c'est tout petit. On peut prendre de vraies photos, de vraies vidéos, d'une qualité plutôt pas mal. Et le succès est au rendez-vous puisque cet appareil photo est déjà en vente, à tel point que la créatrice de l'appareil a décidé d'en faire un blog Tumblr avec toutes les photos des utilisateurs de cet appareil photo et on voit des choses plutôt qualitatives. Comment ça marche ? C'est juste une lentille réduite dans un tout petit pendentif, voilà, quelque chose de très fin. C'est un mini appareil photo. Et c'est des photos digitales ? C'est des photos digitales, exactement. Ça fonctionne très bien et encore une fois, ça fonctionne tellement bien que du coup, la créatrice a décidé d'en faire une version selfie avec un double objectif à l'avant et à l'arrière pour pouvoir, on prend son collier. Donc on porte le pendentif et on peut se le retourner face à soi. On prend en photo, voilà, exactement, soi-même. Donc Mais est-ce que vous aimez le design de ce collier ? Ça c'est les goûts de chacun, moi je suis pas fan, mais après pourquoi pas, ça me fait penser aux gros appareils photo qu'on portait autour du cou, vous savez. Cette fois on l'a en version la version 2014. Touriste. Ouais, la version 2014, ça coûte quand même $150. D'accord. Bon, c'est le prix d'un appareil photo finalement, c'est un peu cher pour un pendentif, mais pour un appareil photo ça fonctionne. Par contre ça c'est en vente déjà. Ça c'est en vente, ouais. Ok, alors c'est l'accessoire à avoir autour du cou cet été, ça vous plaît Laura ? Oui, beaucoup. Il fallait l'inventer. Très bien. Et on finit quoi par du réseau internet ? On finit par quelque chose de beaucoup plus pragmatique et rationnel. Qui n'a jamais connu le problème de partir en vacances et de ne pas avoir accès à internet, de courir après les réseaux Wi-Fi dans les cafés ou pas trop savoir comment faire ? Si vous êtes de ceux-là, une société israélienne, une start-up israélienne, Webbing, a développé un petit accessoire des petits boîtiers qu'on met dans sa poche, dans son sac à main, dans son sac à dos, qui fonctionne en fait comme un routeur Wi-Fi pour avoir un réseau Wi-Fi tout le temps avec soi. Ça fonctionne très simplement, il suffit d'avoir une carte SIM locale. Moyennant un abonnement, les prix sont plutôt raisonnables, c'est quelques dizaines d'euros si vous voulez avoir accès pour une journée, une semaine, un mois, en tout cas pendant vos vacances. Moi je suis pour la déconnexion totale en vacances. Mais ça c'est une autre histoire. C'est une histoire personnelle. Mais il faut y arriver, c'est une histoire comme ça, et encore faut-il y arriver. C'est vrai, c'est pas facile. Ok, c'est noté. Vous me trouvez les lunettes, Johan ? Je compte sur vous. Si je les trouve, je prends 2 paires, 3. Oh là là, ça a l'air génial. Merci beaucoup à tous les deux. À suivre l'actualité canoise à l'affiche de la quinzaine des réalisateurs ce soir. Un film israélien, il est signé Ronit et Shlomi Alkabetz. Tous les détails et les images, évidemment, après un nouveau journal. Restez avec nous. Et on ouvre une large page artistique pour finir l'émission et finir la semaine. On va parler de l'actualité canoise dans un instant. Mais tout de suite, et comme tous les vendredis, on parle de la scène artistique israélienne avec vous, Marie Sheck. Bonjour. Et on démarre par une expo à la galerie Caïma à Yafo, pas loin d'ici. Deux artistes se plongent dans l'histoire de la Stasi. Tout à fait. Elles ne se connaissaient pas et par hasard se sont branchées. Une est israélienne, elle s'appelle Michelle Mendenblick, et l'autre est née de parents allemands, son père étant de l'Est, de l'Allemagne de l'Est, la mère de l'Allemagne d'Ouest. Elle a grandi au Canada et elle a retrouvé ses racines. Elle s'appelle Caroline von Thorne. L'expo s'appelle Zone 02 et il s'agit d'une recherche approfondie et de voyage qui va et qui vient dans l'Allemagne de l'Est pour voir les résidus du régime Stasi. Aujourd'hui, 2014, à peu près... Rien n'est historique, tout est photographié aujourd'hui.
mais c'est basé sur l'histoire, sur la mémoire, sur le reste, sur l'espionnage qui est caché, enfui. Et donc on voit ici des chambres d'hôpital. Michel a été 4 fois en Allemagne et elle a filmé ce qui était l'hôpital courant du jour, ou bien cette chambre de gynécologie. C'est tout ce qui reste. Tout devient presque objet surréaliste. C'est des objets comme si on les avait mis dans une salle qui n'appartenait pas. C'est ce qui reste de ce régime, un côté bizarre, mal dans la peau, je dirais, de l'ambiance. Et elle a voulu retransmettre ces sentiments de ce pouvoir. La musique, je vous arrête, qu'on entend dans le fond, c'est la musique du film La vie des autres. Fait en 2006 et qui a aussi traité du sujet, qui a une fin très triste. On a pensé nous mettre dans le bain de ce qui a été un régime très poignant, créé dans les années 50. Voilà, c'est quelques images du film. Oui. Donc, dans les années 50, le régime Stasi a été fait. Il y a eu plus de 300 000 coopérants. On était imprégnés de surveillance. Il n'y avait pas une lettre qui n'était pas ouverte. Il n'y avait pas un téléphone qui n'était pas écouté. Ça, on l'a découvert après, en 89, quand Berlin, le mur est tombé. On a vu que presque chaque personne avait un dossier énorme sur lui. C'était vraiment incroyable. Pourquoi ça interpelle aujourd'hui ces 2 jeunes femmes, finalement? Voilà, alors le père était d'Allemagne de l'Est. Elle entendait toujours les parents parler d'Allemagne. Au Canada, ils disaient dans 7 endroits. 7 endroits. Sans le citer. Sans citer. Beaucoup de gens disaient ailleurs. 7 endroits, ayant peur de dire le mot. Donc c'est quelque chose qui l'interpelle et qu'elle a voulu montrer ces photos noir et blanc. Elle a retracé cette ambiance lugubre qu'était ce régime d'aujourd'hui. Moi, je pense que c'est intéressant de voir aujourd'hui comment les jeunes... C'est un sujet toujours d'actualité aussi, peut-être. Cette surveillance, on en parle beaucoup. Tout à fait, d'abord. Et puis, la recherche de son self. On se recherche, on va nos racines et on arrive à des choses assez intéressantes. Alors, une recherche de ses propres racines, c'est l'objet de la 2e expo dont on parle aujourd'hui. L'artiste s'appelle Anna Yam et ça se passe au musée de Tel Aviv. Ça ouvre jeudi prochain, en fait. On va parler d'un preview. Et Anna Yam est née en 80 et dans l'Union soviétique. Elle est arrivée à l'âge de 12 ans et elle a fait une très belle carrière de photographe. Elle-même est magnifique et elle photographie, elle essaie de retracer aussi son passé, sa mémoire, voilà. Alors, regardez, elle va dans des cimetières et elle prend les photos, vous savez, dans les cimetières anciens, comme ça, il y a les photos des gens. Tombes, et ça fait un peu aussi Andy Warhol, on dirait des pop, des stars. Donc, elle manipule. C'est retravaillé, elle manipule. Elle manipule, elle les rend glorieux. Elle veut, à travers ça, se rapprocher de son passé. Et je lui ai demandé pourquoi, après autant d'années, elle était si branchée son histoire. Et elle me dit que c'est parce que son père vit là-bas, ses parents ont divorcé, ils sont venus en Israël, ils ont divorcé, et son père est allé vivre là-bas, donc elle va et elle rentre tout le temps, et il y a cette différence-là de sa culture israélienne, elle a un enfant israélien, et de sa culture de là-bas, sa sœur vit là-bas, et c'est assez intéressant de voir le résultat, comment nous tous, on est de là-bas et d'ici, presque chaque Israélien est né là-bas et ici, et comment on se reflète chez l'artiste à travers son art. Alors, l'expo, le nom de l'expo, on l'a pas dit, ça s'appelle le lait d'oiseau. Pourquoi ? C'est quoi du lait d'oiseau ? Ça existe ? Ça n'existe pas. Ouais. C'est comme, elle m'a dit, c'est comme donner des dents au poulailler, aux poules. Voilà, c'est ça. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. C'est un bonbon qu'elle avait reçu ou qu'elle croyait avoir reçu dans sa jeunesse, un goût, la Madeleine de Proust. Et donc, elle parle de ce goût-là qui lui manque. Et toute l'exposition est à la recherche de la Madeleine de Proust, je dirais. C'est aussi un peu cynique. Et je lui ai demandé si elle-même avait senti ce régime de l'Union soviétique, un peu comme les filles du Stasi. Elles disent que oui, qu'on ne peut pas ne pas. Elle se souvient d'ambiance. Parce que là aussi, c'est extrêmement froid, toutes ces photos. Oui, très froid et lugubre presque. Lugubre. Ça appartient à l'autre artiste du premier chapitre.
C'est assez lugubre, lui, je dirais, mais c'est aussi, elle nous regarde comme si c'était des étoiles comme ça. C'est vraiment intéressant de voir. Je la suis depuis longtemps. Au début, elle n'avait pas de moyens. Elle filmait sa famille dans la maison à Haïfa. Ils étaient à 10 dans la maison. Vous savez, les Russes amènent les enfants, les parents, on vit ensemble. Et c'était très, très intéressant de voir son développement culturel, je dirais. C'est comme ça qu'on peut apprendre de l'art et de l'art israélien. C'est à travers les différentes cultures de ces jeunes artistes. Alors, vous la connaissez, vous lui parlez souvent. Est-ce qu'aujourd'hui, grâce à cette exposition qui revient à ses racines, elle se sent plus apaisée aujourd'hui ? Non, je crois qu'elle est de plus en plus tourmentée parce que plus on s'approche du sujet qu'on veut, de la Madeleine de Proust, plus on se sent déchiré. Je pense que quand on est entré ici et là-bas, on n'est jamais apaisé. Voilà, c'est le double tranchant de l'art et des artistes. Et de la vie. Et de la vie, de tout, c'est vrai. Oui. Merci beaucoup, Marie. Restez avec nous. On en vient à présent à l'actualité cannoise. Focus sur l'actrice Ronit Elkabet. Ce matin, elle est à Cannes avec le procès de Viviane Amsalem. C'est son dernier film. Il est en compétition parallèle ce soir à la quinzaine des réalisateurs. C'est le 3e volet de sa trilogie réalisée avec son frère, Shlomi Elkabet. C'est un portrait signé Sandy Fortis. Actrice, scénariste, réalisatrice, Ronit Elkabet est l'une des plus grandes stars du cinéma israélien. Son talent l'a amenée à dépasser les frontières. Née en 1964 à Be'er Sheva, Ronit Elkabet grandit entourée de ses frères et de ses parents immigrés du Maroc. Sa carrière démarre par hasard en 1990 quand elle décroche lors de sa première audition le rôle principal dans Le Prédestiné de Daniel Wachman. Elle enchaîne ensuite les films avec succès et devient une célébrité dans son pays. À l'étranger, c'est notamment la France qui lui ouvre les bras. Ronit a 2 amours, son pays et Paris. Moi, je suis en France avec Israël en moi. Je ne peux rien faire sans Israël en moi. Et j'ai découvert que pour créer ici en Israël, j'ai besoin de la France en moi. Je veux les protéger. C'est en 1997 qu'elle a décidé de tout quitter pour Paris. Entrée dans le monde du cinéma français par la petite porte, elle y fait son bout de chemin. On l'a vu notamment dans La fille du RER d'André Téchiné, Tête de Turc de Pascal Elbé et Cendre et sang de Fanny Ardant. On l'a vu également au théâtre. Il était donc naturel qu'elle soit nommée chevalier de la Légion d'honneur. Ronit Elkabet s'est couverte de prix. Avec son rôle dans Mon trésor de Keren Yedaya, elle reçoit le prix de l'excellence du Festival de Valence et celui de la meilleure actrice du Festival de Jérusalem. Film nommé Caméra d'or au Festival de Cannes en 2004. Pour Prendre femme, premier film qu'elle co-réalise avec son frère Shlomi, elle obtient le prix de la meilleure actrice au Festival de Suède et de Jérusalem. Et grâce à son rôle dans Mariage tardif, elle reçoit plusieurs prix à l'étranger, ainsi que le prix de la meilleure actrice décerné par l'Académie du cinéma israélien. Prostituée, travestie ou mère célibataire, Ronit Elkabet s'avoue avoir un penchant pour les rôles durs. Toujours avec la même émotion à fleur de peau, elle incarne des femmes humaines et profondes. Je suis un être humain avant que je sois une femme, une sœur, une mère ou quoi que ce soit. Alors je crois que tout ce qui m'a poussée dans ma vie professionnelle et aussi à la fois personnelle, intime, c'est toujours, tout ce qui me tient à cœur, c'est l'humanité. Et voilà, la sensibilité, de voir les autres. Autodidacte, Ronit Elkabet n'a suivi aucune formation de comédie ou de réalisation. Sa plus grande fierté, c'est sûrement le duo qu'elle forme avec son frère. Ensemble, ils dénoncent les travers des sociétés israéliennes et marocaines. Leur trilogie, centrée sur une femme en quête d'émancipation, prend fin. Après Prendre femme, puis Les 7 jours, le tandem vient d'achever le dernier volet. Le procès pointe la difficulté d'une femme juive pour divorcer religieusement. Cannes, habitué à la frivolité, ne restera sûrement pas insensible à ce plongeon en pleine réalité. Voilà, c'est un film en compétition parallèle ce soir à Cannes. On va en parler dans un instant avec vous, Laetitia. Bonjour, merci d'être avec nous. Marie, les films de Ronit et Shlomi Elkabet. C'est Anna Magnani. C'est juste une très grande star, vraiment, un bonheur. C'est partie aussi de l'histoire de la société israélienne. Il raconte beaucoup de choses de ce qui se passe ici. Tout à fait, tout à fait. C'est toujours très poignant, très sérieux, très fort.
Et il adore, je pense. Et je suis contente qu'elle soit là et j'espère qu'elle gagnera un prix. Voilà, on souhaite bonne chance pour ce soir. Alors, l'actualité cannoise, c'est tous les jours avec vous, Laetitia, notre Madame Cinéma. On passe en revue les films en compétition. On commence donc par les films présentés ce soir en compétition officielle. Le premier d'entre eux, Captive. Exactement, Captive. Ils se battent pour la Palme d'Or, ces films en compétition officielle. Captive, c'est un film d'Atom Egoyan qui va nous donner un joli red carpet puisque Ryan Reynolds, le beau gosse hollywoodien, sera présent. Donc les regards seront rivés sur lui. Et puis ce Ryan Reynolds va ce soir tenter de prouver qu'il n'est plus un acteur à midinette, un acteur à film de navet. On peut se rappeler, à film navet, on peut se rappeler de l'atroce Green Lantern. Il incarnait un super-héros qui ressemblait plus à un criquet qu'à quelque chose d'autre, qu'un homme qui peut sauver le monde. Mais c'est un acteur qui peut faire preuve de profondeur dans son jeu. Captive, c'est un thriller dont le pitch ressemble très vaguement à Prisoners, qui était un film de Denis Villeneuve qui est sorti il y a 2 ans et qui était un excellent film. Ça raconte l'histoire d'un père de famille dont la fille s'est fait kidnapper. On voit quelques images sur l'écran. Donc la fille s'est fait kidnapper. On va vite se rendre compte qu'en fait, c'est pas les mêmes images. Ce n'est pas le film. C'est pas grave, d'accord, ok. On va peut-être les trouver en régie, en tout cas, ça parle de donc ça. Oui, parce que ce n'est pas Ryan Reynolds. Mais donc oui, ils vont regarder les caméras de surveillance, ils vont se rendre compte que c'est pas un kidnapping comme les autres, c'est un petit peu mystérieux. Voilà, c'est ce qu'on va découvrir ce soir à Cannes dans ce film. C'est la 6e fois que ce réalisateur vient à Cannes. Il est canadien d'origine arménienne. Il avait remporté le Grand Prix du jury en 97 avec Sweet Year After, mais je doute que cette année, il soit le favori. Ok, donc Captive, peu de chance pour vous de l'emporter. On retient, on enregistre tout et on revoit à la fin du festival. Voilà, les paris sont ouverts. Allez, un autre film dont on va beaucoup parler pour ce festival, c'est Winter Sleep. Il est présenté ce soir aussi. Et qui est, lui, pour le coup, très favori. C'est du réalisateur Nouri Bilge Ceylan. Juste pour que vous soyez au courant, c'est son 8e film. 6 de ses films ont déjà remporté un prix à Cannes. 2 grands prix, c'est énorme. 2 grands prix du jury, un prix du meilleur réalisateur. C'est un palmarès absolument incroyable, considérant que le Festival de Cannes est extrêmement prestigieux et que c'est très difficile de remporter quelque chose. Winter Sleep, c'est un film plutôt mystérieux. Je ne peux pas vous dévoiler beaucoup de choses puisque même moi, je n'en sais pas plus. On a juste quelques images de la bande-d'annonce. Regardez. Allez voir arriver les images. Bir harekette bulunmuş. O yüzden Aydın Bey, şimdi siz bize biraz şey edebilirseniz, yani en azından şu tahliye davasını durdursalar. Aslında iyi öğrenim görmüş, dürüst, adil bir insansın. Ancak yeri geldiğinde bu erdemlerinle insanı boğan, küçük düşüren, aşağılayan bir hava taşıyorsun. Bütün mesele ne senin biliyor musun? Sen acı çekmemek için kendini kandırmayı tercih ediyorsun. Karşımızdakini olduğu gibi görmeyip onu tanrılaştırmak. Voilà pour ces 2 films en compétition officielle, en compétition parallèle. On l'a dit, il y a d'abord ce soir ce film israélien signé donc Ronit Shlomi El-Kabetz. Tout à fait, c'est ce soir aussi dans la quinzaine des réalisateurs, Ronit Shlomi El-Kabetz. On a vu le reportage, pas vraiment besoin d'en dire plus. C'est un film qui est très attendu. On est très excités à l'idée de le voir à Cannes. Est-ce que Shlomi El-Kabetz, elle est considérée plutôt française ou israélienne à Cannes? Je pense que israélienne. C'est considéré comme l'un des 6 films présentés à Cannes de la sélection israélienne. Tout à fait. Allez, on termine par un autre film en compétition parallèle ce soir, ça s'appelle Bande de filles. Voilà, Bande de filles réalisée par une autre réalisatrice, puisqu'il y a beaucoup de femmes à Cannes cette année. C'est donc dans la quinzaine aussi un autre registre complètement, puisque c'est le film de Céline Sciamma, Bande de filles, qui traite de l'histoire de jeunes filles en France, dans les banlieues, qui vont faire partie d'un gang. L'actrice principale, je la mentionne puisque apparemment elle donne une performance extraordinaire. Son nom c'est Kharidja Touré.
C'est le premier film poignant qui retrace un petit peu les problèmes sociaux dans les banlieues françaises depuis La haine. C'est considéré comme, voilà, ça fait 20 ans que La haine était sortie, La haine de Mathieu Kassovitz. Et là, on retrouve donc une vue au cœur de cette... Mais du côté des filles, hein. Mais du côté des filles. Et réalisé par une femme, Céline Sciamma, qui a déjà réalisé Tomboy, c'était en 2011, et High School et Water Lilies en 2007. Merci beaucoup Laetitia, on vous retrouve tout au long de la semaine prochaine. Merci beaucoup Marie, merci à vous d'avoir été avec nous. Passez une très belle journée, un très bon week-end. Portez-vous bien.